on commence, presque tout le monde est ici. On est 11, on va juste attendre 3 autres, mais je pense qu'on peut commencer. Puis on va commencer avec cette graphique qui montre. Puis aussi, présentement, voilà la liste d'étudiants en avant de votre PowerPoint. Donc, ça bloque un peu la slide. Ah oui, attends une minute, on va juste mettre celui-là ici. Ok, maintenant c'est clair? Oui. Ok, c'est bon. Alors, on va commencer avec cette diapositive qui montre des données de tremblements de terre qu'on a eu sur la planète pour ces derniers 5 millions d'années. Alors, c'est pas mal. Il démontre ça arrive quoi avec l'axe de rotation de notre planète. Alors, le moment qu'on avait pris cet ensemble de données, est-ce que ça fonctionne, mon microphone? Ça fonctionne? Oui. Oui, ok, parce que ça fait cette son, c'est quelque chose qui se déconnecte, mais on continue. Alors, on voit qu'il y a vraiment des changements sur l'axe de rotation de notre planète. Et comme on avait vu dans la dernière classe, dans la chakana, dans le symbole que c'est en même temps notre constitution, comme des êtres andins et amazoniens, il y a une diagonale qui accomplit la loi de parité, la loi de Yanantin, que c'est un principe fondamental et sacré de la cosmovision andine. Le moment qu'on a pris cette sorte de photographie, on était sur ce point rouge ici. Et ce point rouge il représente le tremblement de terre qu'il a eu en Haïti. Je pense qu'il a tué comme 20 000 personnes, quelque chose pareil. Comme je ne me souviens plus les montants, mais je me souviens que c'était pas mal de milliers de morts parce que Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Alors, les structures de leur maison ne sont pas solides. Ils n'utilisent pas comme des règlements comme il y a ici pour faire la construction. Alors, quand on bâtit ici, il faut vraiment suivre les règlements pour s'assurer que s'il y a des tremblements de terre ou il y a des catastrophes naturelles comme ça, nos maisons ils ne vont pas avoir des effets. Comme je me souviens à ce moment-là, on avait fait une comparaison que si cet tremblement de terre aura eu place ici au Canada, le montant de morts aura été comme minime, peut-être 100, pas plus que ça. Mais en Haïti, parce que c'est un pays si pauvre, et il n'y a pas vraiment un État qui va se préoccuper pour des gens, alors les gens bâtissent des petites maisons très fragiles et aussi très faciles à détruire, même avec un cyclone, une tourmente ou des choses pareilles. Il y a des centaines et des fois des milliers de morts. C'est justement pour ça. C'est par la pauvreté que ce pays a été forcé de vivre dans la pauvreté. Ensuite, on va réviser OK. Ici, on peut voir comme un planisphère, c'est-à-dire
une carte de la planète, mais plat. Parce que si on voit la sphère qui est la planète, on ne va pas être capable de voir l'autre côté. Par exemple, on ne va pas être capable de voir l'Afrique ou l'Asie ou l'Australie non plus. On voit juste un côté. Non? Mais on choisit ce côté-là parce que c'est là qu'on voit une partie, la partie sud de la Vieillala. À Kiminakmitik, le dos de la tortue, on ne la voit pas parce qu'il est plus en haut. On arrive à voir ici jusqu'à Anahuac et une partie de la tortue, le Mexique. Mais on ne voit pas plus que ça. On voit plutôt qu'est-ce qu'on appelle l'Amérique du Sud. Et j'ai mis sur ces cartes ok, maintenant cette carte, il inclut, on ne voit pas parce qu'il y a un graphique au-dessus, mais cette carte, il inclut déjà les limites nationaux de tous les pays républicains qui ont pris forme depuis l'année 1800. Non? Mais avant de l'existence de ces républiques, dans la soit dite Amérique latine, il y avait des autres cultures qui n'avaient pas vraiment de frontières. Et c'était le Tawantinsuyu. Alors ici, j'ai mis sur la carte de l'Inter-Tawantinsuyu, j'ai mis la carte de la Confédération Inca. Et les couleurs, ils représentent les quatre. En anglais, c'est the four quarters, mais en français, on dira les quatre, c'est pas quartiers, les quatre, on peut dire les quatre morceaux de la Confédération. Le Collasuyu, que c'est la partie blanche, ici en bas. Ensuite, on voit les Antisuyu, que c'est de l'autre côté. Et à mesure que je mentionne tous ces pays de la Confédération Inca, il faut noter que je suis toujours en train de parler en paritaire, c'est-à-dire que les Collasuyu, ils sont paritaires, l'Antisuyu, les Chinchasuyu et les Kuntisuyu, que c'est plus ou moins l'Équateur. Mais cette nomenclature et cette sorte de distribuer politiquement ces pays-là, les envahisseurs, ils ne sont pas questionnés à personne indigène. Ils ont juste commencé à fonder des républiques qui ne respectaient pas les nationalités. Quand on voit qu'ici, les Collasuyu, dans les Collasuyu, on habitait plutôt les personnes de la nationalité aymara, comme moi, et quechua aussi. Alors, on avait des quechua de la Bolivie et l'Équateur, et des quichua de l'Équateur, plutôt. Et quechua de la Bolivie, qu'est-ce qui est devenu la Bolivie, et le Pérou. Et aussi des Aymaras du Chili et de l'Argentine. Tout ça dans le Collasuyu. Et ici, en Équateur, dans l'Antisuyu, il vivait des Quichuas, que c'est une nation soar de Quechuas de la Bolivie et le Pérou, mais qui sont un peu différents. Même leur langue, c'est la même racine, mais ils parlent différemment. Il y a ces termes
qui sont différents que les Quechua. Mais les Espagnols n'ont pas tenu compte de cette division qu'il y avait déjà dans la Confédération, parce qu'ils sont fondés, puis la première instance. Puis on voit ici aussi, j'ai vu qu'on fait voler la chacana, et on voit que la chacana, comme j'avais mentionné avant, la diagonale qui divise la chacana en deux moitiés, et comme ça, il continue à respecter la loi cosmique de la parité. Ça divise la chacana en deux moitiés, la moitié des peuples qui habitent dans les hautes des montagnes et les peuples qui habitent plutôt dans les vallées qui existent entre les montagnes. Alors, toujours, les populations existent pour se complémenter avec des autres nations. Alors, dans le cas des pays andins, des habitants andins, c'est ceux et celles qui habitent dans les hauts plateaux, comme la Bolivie, et le Pérou, et un peu aussi en Équateur, on habitait justement sur les sommets des montagnes. Alors, par exemple, moi, j'étais né dans la ville de La Paz, que c'est une ville, que c'est la capitale de la Bolivie, et que c'est très, très haut, presque dans les nuages. Non? C'est à 4000 mètres sur le niveau de la mer. So, on est vraiment en haut. Par exemple, quand on voyage à La Paz, il y a comme une sorte de condition qu'on appelle, j'essaie de me souvenir, on l'appelle le mal de l'altitude, mais en quechua, on l'appelle, attendez, car je ne me souviens plus. Non, ça ne me vient pas. Mais il y a un nom en Aymara qui décrit la maladie de l'altitude et si disons, on arrive à La Paz comme aujourd'hui, pour les prochains 3 jours, on ne va pas être capable comme de monter une rue, par exemple. Et il y a beaucoup de rues qui sont inclinées à La Paz. Alors, quand on sort dans la ville et on va se promener, il va falloir qu'on marche sur des rues qui montent. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver à La Paz, ça va être très difficile parce qu'on commence à manquer de l'oxygène pour 3 jours. Et ces 3 jours-là, on peut tomber comme pas mal malade. Et des fois, comme jusqu'à maintenant, il y a eu 2 morts des étrangers qui sont venus chez nous. Puis l'altitude, ça les a affecté beaucoup et ils sont morts dû à l'altitude. Le premier, je pense qu'il a eu une embolie et le deuxième, il n'a pas eu assez de l'oxygène. Alors, c'est vraiment, il faut être en bonne condition pour voyager à La Paz. Par exemple, ma mère qui était née, il a vécu la majorité de sa vie à La Paz. Maintenant qu'il a devenu avec pas mal de années dans son corps, maintenant elle n'est pas capable de voyager à La Paz encore parce qu'il y a un très grand risque de provoquer une embolie, un AVC. Alors, il est interdit de voyager à La Paz, mais elle peut voyager à Santa Cruz. Santa Cruz est dans le niveau de la mer. Mais c'est comme ça que c'est grave l'altitude. Mais l'altitude, pour quelque temps, la Fédération de soccer, la FIFA, la Fédération internationale de football amateur, que c'est le FIFA, que c'est l'instance régulatrice
pour le soccer dans la planète, a essayé d'interdire qu'il y a des jeux de soccer dans mon pays, parce que notre stadium, il se trouve à 4000 mètres sur le niveau de la mer. Alors, beaucoup de pays ont dit oui, oui, il faut interdire la passe comme une place à jouer de ce sport, mais on a démontré que si on, disons que si on va jouer à la Bolivie, à La Paz, c'est-à-dire, on peut comme se préparer comme d'habitude, faire l'exercice et toute la préparation qu'on fait quand on va jouer des parties internationales. Puis si on joue le même jour qu'on est arrivé à La Paz, on ne va pas vraiment sentir l'altitude. Alors, qu'est-ce que les équipes de soccer ils font? C'est qu'ils se préparent dans leur pays et arrivent à Bolivie juste 1 heure avant de jouer. Ils jouent les parties, ils jouent presque normalement. C'est juste à la fin qu'ils commencent à manquer de l'oxygène. Mais à ce moment-là, la partie est finie. Alors, il faut qu'ils reviennent chez eux. Alors, avec ça, on a démontré qu'en fait, l'altitude, c'est un avantage qui nous donne notre territoire et qu'on devrait avoir aussi la possibilité d'avoir des jeux de football. Parce que pour nous autres et pour toutes les personnes nées en Amérique, qu'est-ce qu'on appelle l'Amérique latine, le football, c'est comme très, très important. Alors, c'est comme ça qu'on a été capable d'éviter l'interdiction de notre sport dans des places très hautes comme La Paz, non? Mais aussi, comme j'avais dit la dernière fois, quand on voyage, disons, au Machu Picchu, à Cusco, au Pérou, on va trouver dans le chemin de l'Inca, sur le Capagnán, que ça veut dire la voie, la diagonale de la nobilité, c'est-à-dire la voie de l'équilibre et de l'harmonie, non? Et c'est parce que c'est une instruction qu'on la trouve dans la chacana, parce que c'est une ligne qui apparaît en fait ici. Vous voyez la ligne rouge, ça c'est le Caparnian. Non? J'ai des autres diapositives, on voit la chacana plus grand et on voit aussi le Caparnian plus grand. Okay? Mais on a bâti toutes nos villes importantes comme Tiahuanaco, il se trouve juste sur la ligne. Oruro se trouve sur la ligne. Machu Picchu sur la ligne. Cusco, comme tout le système de chemin de, de la Confédération Inca, il était un projet de génie très, très avancé, non? Mais comme tronc principal de ce système routier, c'était autour du Caparnian. Et le Caparnian, il partait de la partie sud de la Colombie et il descendait jusqu'à l'Argentine. Alors, c'était un système pas mal élaboré, pas mal grand, non? Et que d'un côté, c'était très utile pour la Confédération parce qu'on pouvait manger du poisson, par exemple, dans des places dans l'Amazonie, des poissons qui venaient du Pacifique, des poissons fraîches. Et le message le plus long qu'il prenait, c'était 3 jours pour aller d'un bout de la Confédération jusqu'à l'autre bout, de l'autre côté. 3 jours, parce que ces gens-là, les Chasquis, ils commençaient, ils ne marchaient pas, ils couraient tout le temps. Ils,
il ne s'arrêtait pas pour manger, disons, non, il avait de manger dans des sacs qu'on appelle chuspas. Et les autres, ils se promenaient juste avec ces chuspas où on mettait tous les aliments, les feuilles de coca et des autres choses pour manger, pour boire. Et il y avait comme des petites maisons qui étaient construites juste pour laisser les chasquis, les messagers, passer la nuit. Mais même dans la nuit, quand les chasquis ils arrivaient dans ces places-là, ils passaient les messages et les choses qu'il fallait apporter de l'autre côté instantanément au prochain chasqui. Le chasqui, il prenait ces choses-là et il commençait à courir. Alors, ça courait tout au long, jour et nuit. Et c'était pour ça que c'était un système vraiment efficient. Non? Mais en même temps, ce système a été utilisé par les envahisseurs, c'est-à-dire par les Espagnols. Et parce qu'il facilitait la communication dans la Confédération Inca, les Espagnols aussi ont utilisé ces réseaux de routes, ces réseaux routiers pour accomplir leur conquête, pour attraper Atahualpa et pour notifier tout le monde Inca, toutes les familles Inca, que si on n'allait pas payer un montant d'argent ou plutôt d'or, qui c'était une chambre. Et l'Inca Atahualpa, il avait levé sa main jusqu'à le plus haut que sa main il pouvait toucher. Il a dit, vous allez avoir une chambre comme celui-ci, jusqu'à ici, avec de l'or. Alors, tout le monde, toutes les familles de la Confédération ont commencé à donner leurs choses faites en or. Alors, ils ont rempli toute une chambre comme ça, avec de l'or, pour avoir l'Inca encore en vie. Et en plus, on a donné comme 2 chambres pleines de l'argent jusqu'à cet accord-là. Mais même si on a payé pas juste qu'est-ce que les Espagnols ont nous demandé, mais plus que ça en argent, après qu'on a donné ces richesses à l'Espagnol, ils ont immédiatement tué à Atahualpa d'une manière très exemplaire pour que tout le monde en voit ça et pour qu'on sache avec qui on est en train ou qui était en train de nous conquérir pour qu'on ait peur de ces personnes-là, des Espagnols, parce qu'ils ont fait asseoir Atahualpa à côté d'un tronc d'arbre, et dans le tronc d'arbre, ils ont mis une corde qu'ils sont attachés à leur cou, à son cou, et petit à petit, ils ont commencé à tourner cette corde-là jusqu'à que l'Inca il a arrêté sa respiration. Alors, il a mort d'asphyxie. Non? Et ensuite, ils ont coupé l'Inca, ils ont envoyé tout son corps en morceaux dans des places stratégiques pour que tout le monde voit le cadavre tué d'Atahualpa, non? Et pour une couple de centaines d'années,
on était vraiment avec beaucoup de peur dans nos corps. Et on a oublié qu'est-ce qu'on avait reçu des lèvres de Manco Inca Yupanqui, que c'était le dernier Inca qui a bataillé contre les Espagnols. Non, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, comme je ne vais pas citer textuellement, mais il a dit quelque chose comme « Maintenant, ils arrivent, c'est pas mal certain qu'on va perdre parce que les autres, ils ont beaucoup de pouvoir militaire. Ils sont de très bons guerriers, les Espagnols. Et les armes que nous avons ne sont pas assez pour vaincre les Espagnols. Alors, c'est presque sûr qu'on va perdre la bataille, mais quand même, on va délivrer une bataille pour défendre la Confédération. Non? Mais il y a de certaines choses qui sont très sacrées pour nous autres. Par exemple, la vie qu'on a appris à vivre de nos ancêtres, de nos grands-parents, de nos grands-mères, de nos mamatallas, de nos malcos, de nos grands-pères aussi, de tous nos ancêtres. Alors, tout ça, on va toujours se rappeler, parce qu'on se rappelle toutes ces choses-là quand on fait de la culture, dans toutes nos chansons, dans toutes nos danses, dans la manière qu'on cuisine des choses, qu'on met des ingrédients ensemble. Tout ça, c'est la culture, c'est notre culture, et l'existence de cette manière de vivre, c'est partout, dans toutes les choses qu'on fait. C'est là. Alors ça, il ne faut pas oublier. Et on va garder ça dans une place que c'est évident qu'on peut le voir. Il ne faut pas le cacher vraiment parce qu'on peut le voir. Mais les Espagnols, on ne va jamais savoir qu'on est en train de garder ces choses sacrées dans cette place. Et cette place, c'est nos corps. Et c'est là qu'on a gardé les choses là, toutes les choses. Parce que nous autres, on avait un système de gouvernabilité, on savait comment administrer un État parce que la Confédération Inca a été la confédération la plus étendue qu'il a jamais existé dans le monde occidental. Comme vous le voyez dans la carte ici, c'était comme un très grand pays. Alors, on a gardé ça dans notre culture. Et si on voyageait en Bolivie, disons, les années 1900 ou l'année 2000 jusqu'à nos jours, la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a toujours des indigènes qui sont très fiers d'être indigènes, non? Qu'ils portent toujours ces vêtements en couleur, avec des chapeaux de toutes les couleurs, de toutes les formes, et des choses comme ça. Par exemple, moi, qu'est-ce que je porte maintenant? Vous pouvez voir le tissu qui raconte l'histoire de ma tribu. Alors, on peut lire ici, sur les parties coloriées, le passage de ma famille par la nation Inca. Et aussi, beaucoup des adornements que j'ai sur mon corps, ils racontent l'histoire de mon peuple. Alors, on a continué à faire ça. Alors, en fait, ça fait comme une semaine que j'ai appris que il s'appelle le dernier Inca, que c'est la nation Quero, et qu'il vient d'apparaître. C'était comme, il était disparu tout au long, toutes ces derniers 5 siècles et 40 quelque chose d'années, ils sont comme disparus. Il n'était plus là dans les parties
où ils habitaient quand ils appartenaient à la Confédération Inca, qui était au Pérou, dans les montagnes. Et tout d'un coup, après 5 siècles et 40 quelque chose d'années, ils sont comme réapparus comme de rien. Ils n'étaient pas là. Et d'un jour à l'autre, ils sont réapparus. Les Kéros. On écrit Q, apostrophe, E, R, O, S, Kéros, la nation Kéros, qu'ils s'appellent maintenant aux Kéros les derniers Incas. Non? Alors, les Kéros, ils ont déjà parlé et ils ont dit qu'ils sont apparus parce que tous les signaux pour qu'ils reviennent, ils apparaissent à l'humanité et se sont donnés ce signal. Par exemple, un signal, c'était que le condor allait rentrer dans son période d'extinction. Et maintenant, on a utilisé tellement les condors, les plumes de condor, qu'il n'y a pas presque pas de condor à nos jours. L'autre signal, c'était que les envahisseurs allaient disparaître, allaient partir chez eux. Et maintenant, il n'y a pas d'Espagnols. Et même avec le gouvernement de la Bolivie, la première chose que Luis Arce, que c'est le président de la Bolivie à nos jours, qu'il a fait, c'est d'expulser les fonds monétaires internationaux. Alors maintenant, le Fonds monétaire international qui voulait vraiment donner des prêts à la Bolivie pendant que la dictateur Agnès, il gouvernait le pays, elle était comme remplie de prêts, de financement de FMI, non, du Fonds monétaire international, FMI, non? Mais quand Luis Arce a en tête le gouvernement, il a comme brisé le contrat pour avoir des prêts du Fonds monétaire international parce qu'on connaît qu'est-ce qui se passe quand on reçoit des choses du Fonds monétaire international. L'année 1948, il y a 3 institutions qui se sont formées, proposées par les Nations Unies. Et on appelle ces 3 institutions-là, on appelle le triangle de fer, parce que ce sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce. Et ces 3 institutions, l'Organisation mondiale du commerce, c'est comme si on aura un pouvoir législatrice parce que c'est la seule institution qui peut punir un pays. En fait, Canada a comme 2 cas pour être jugé parce qu'il y a des compagnies internationales des États-Unis qui ont fait juger au Canada parce qu'il y a eu comme un ensemble des impôts sur les importations qu'on faisait de quelque chose qui c'est de voitures. OK? Puis le gouvernement du Canada, il a mis un impôt sur ces importations. Alors, ces compagnies, ils sont remplis un plainte devant le Fonds monétaire international. Le fonds a décidé de donner une pénalité aux États-Unis. Alors, on a payé à ces compagnies internationales comme des millions de dollars comme pénalité pour des profits futurs qui ne sont pas réalisés. C'est comme un peu feu.
c'est des profits qui ne sont pas faits les années prochaines. Mais ce sont les années prochaines, alors c'est le futur. Mais quand même, ils ont puni le Canada. Il est puni, le Canada, il a dû payer ces deux punitions pour être toujours en bonne relation avec le Fonds monétaire international. Mais nous autres, on a aussi connu ce jugement et on a vu que ce n'était pas à l'avantage d'un État. Alors, on a décidé d'expulser au Fonds monétaire international. Alors, maintenant, à nos jours, le Fonds monétaire international, il a reçu de retour tout l'argent qu'il avait obligé prêter à la Bolivie. Mais Luis Arce, le président, il a dit non, on veut rien savoir des Fonds monétaires internationaux. Alors, on vous retourne l'argent que vous avez nous forcé de l'accepter comme prêt. On ne veut pas. Vous saviez maintenant votre argent, et maintenant, on vous expulse aussi de notre pays. Parce qu'on ne veut rien voir avec ces organismes impérialistes. Et on a fait ça. Mais la Chacana, vous savez aussi qu'on avait, en suivant l'instruction originale de Taipi, oui. On a divisé aussi dans deux parties par une diagonale, et cette diagonale, on l'appelait le Checalua. Et Checalua, ça veut dire la voie de la vérité ou la véracité. Et on a obtenu la différence entre la voie de Caparnian, que c'est la ligne qu'on voit ici dans le graphique, et que c'était la base de toutes les routes de communication. Et l'autre diagonale, c'est venu de cette vertice ici en haut jusqu'à cette vertice ici en bas. Et la différence de ces deux lignes, ça donnait 23 degrés et 30 minutes. Et ce numéro 23 degrés et 30 minutes, c'est justement ça. C'est l'axe de rotation idéal pour la planète. Vous voyez ici, c'est 23 degrés, ici, c'est 24 degrés. Alors, 23 degrés et 30 minutes, ça sera ici entre 24 et 23. Alors, ici, où je passe la souris, ça, c'est plutôt l'axe de rotation idéal. On était là, mais le tremblement de terre nous a éloignés de cet idéal. Et ensuite, il y a eu un autre tremblement de terre au Chili, et ça nous a aussi déplacés de cet axe de rotation idéal. Non? Ah oui, et justement, quand on est sur l'axe de rotation idéal, auprès du axe de rotation idéal, quand on est en train de s'assurer que la planète est en train de faire son orbite autour du Soleil en respectant cet axe de rotation, on est juste au milieu de ce qu'on appelle la zone habitable. Et comme j'avais dit avant, il y a juste deux zones habitables dans tout l'univers, dans toutes les galaxies qu'on connaît. Il y a juste deux. Un dans notre système solaire, dans la Voie lactée, et l'autre, c'est dans le système Kepler, que c'est très loin de nous autres. On pourrait chercher
le système Kepler pour voir à quelle distance il se trouve, mais on ne va pas le faire parce que le temps juste passe tellement vite ici, non? Mais si on continue, par exemple, le système de fracking pour obtenir du pétrole qui est ensemble avec le sable, c'est très coûteux de produire cette sorte de pétrole avec le fracking. Parce qu'à chaque fois qu'on vide cette, comment est-ce qu'on dit, sand, comment est-ce qu'on dit sand en français? Qu'est-ce qu'on trouve dans la plage? Sand? Du sable. Le sable, merci. Quand on va produire du pétrole à partir du sable bitumineux, okay, on fait de grands trous sur le territoire. Et après, quand ces trous ou quand le sable il commence à s'accommoder à nouveau dans le trou qu'on a fait en sortant le pétrole, il y a des tremblements de terre dans la planète. C'est déjà prouvé par les sciences, par les sciences géographiques, géologiques, par exemple. Et avec chaque tremblement de terre, on s'éloigne de notre orbite, que c'est la Chicxulub. On voit ici la Chicxulub en blanc, ça c'est la Chicxulub. Toute l'orbite autour du Soleil, parce que l'orbite est juste à moitié de la zone habitable. Parce que si on commence à continuer à produire du pétrole et à provoquer des tremblements de terre, éventuellement, la planète elle va se diriger vers la partie éloignée de la zone habitable. Jusqu'à un moment donné, on va être ici, dehors de la zone habitable, et la planète, il va se geler. Ça va devenir trop froid et on ne va plus avoir de l'eau liquide. Et on connaît que l'eau liquide, c'est une des conditions pour avoir de la vie sur la planète. Mais jusqu'à date, on connaît juste notre planète qui a ces sortes de conditions. De l'autre côté, si notre planète il se déplace vers l'autre sens, on va devenir une planète qui est trop chaude, comme Vénus, par exemple. Et on va perdre notre atmosphère, il va partir vers l'espace parce qu'il a devenu trop chaude, la planète. Et ça va devenir une planète morte, comme il est Vénus et Mars. Ce sont les exemples les plus proches de notre planète. Alors, mes ancêtres ont baptisé des petites montagnes qu'on appelait les Intihuatanas. Et Intihuatanas, ça veut dire des lacets électromagnétiques pour tenir notre planète dans la propre distance en relation du Soleil et que notre orbite, le Chicxulub, il ne change pas. Et peut-être c'est vrai, on ne sait pas jusqu'à date comment, pendant la Confédération Inca, on a réussi à bâtir des monuments comme énormes avec des morceaux de pierre qui s'étaient parfaitement coupés. Comme il y a des monuments de pierre à Cusco qui pèsent comme des centaines de tonnes, on ne peut pas bouger ces pierres-là, et ils contiennent même jusqu'à 16 ou 18 coupes en angle recte. Quelque chose
qu'aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Mais par contre, mes ancêtres ont fait ça partout, partout dans la Confédération Inca, à Tiwanaku, au Machu Picchu, à Oruro, à Sacsayhuamán, et dans plusieurs parties où on était la population Inca. Alors, c'est ça, et tout ça, c'est écrit, en guillemets, c'est écrit sur notre chacana. Je n'ai pas apporté ma chacana non plus parce que je n'ai pas retrouvé. Ça doit être dans mes boîtes quelque part très en bas. Mais je vais le trouver, je continue à chercher. Ensuite, on va passer pour la prochaine diapositive. Maintenant, on va sauter à l'année 1791, parce qu'à ce moment-là, on a commencé à résister d'une manière plus active, on dirait plus proactive, parce que par 200 ans, tous les Indiens, on nous appelait les Indiens, tous les Indiens de la Confédération ont été interdits de voir des textes militaires ou de toucher même les armes de l'espagnol, des épées, des fusils, toutes des choses que c'était des armes. On n'était pas censé d'aller toucher ou de manier ces instruments-là. Alors, on avait perdu beaucoup de nos connaissances militaires, nous, les descendants des Incas. Mais l'année 1780, il y a eu un descendant des Incas qui s'était appelé José Gabriel Condorcanqui, qui était né au Pérou et qu'il avait témoigné l'exploitation et l'oppression à laquelle on était de laquelle on était l'objet, la population indigène, les descendants de Quechuas, Aymaras, Urus, Queros, Tobas, Guaranis et autres nationalités, non? Les Espagnols, avec la croix et l'épée, ont venu chez nous et ont essayé de nous convertir dans leur religion. Et c'est pour ça qu'en Amérique latine, en général, le monde est catholique, parce qu'ils ont imposé ça à feu et à sang. Ils avaient ces épées pour nous forcer, ou ils avaient ces croyances dans la croix. Et c'est pour ça que tout le monde est devenu des catholiques. Mais peut-être pas tout le monde. La plupart du monde, il a fait semblable qu'il croyait. Mais au fond, on ne croyait pas au catholicisme. On faisait toutes les choses que les curés faisaient juste pour faire semblable. Par exemple, on a une fête chez nous qu'on appelle Tinku. Tinku, ça veut dire rencontre. Et on a fait une danse, une fête de tout ça. Et ma femme, comme Canadienne, parce qu'on ne permet pas aux femmes étrangères d'assister et de témoigner tout ça. Parce que le Tinku, il consiste à que les populations de montagne, ils vont se rencontrer avec les populations de vallée et ils vont avoir des conflits
territoriaux la plupart du temps. Ils sont des conflits territoriaux. Mais ils choisissent une date pour aller se rencontrer pendant 3 jours et pour discuter ces problèmes, ces conflits. Et la plupart du temps, ils discutent ces problèmes. Ils deviennent très excités parce qu'ils commencent à boire de l'alcool. Et quand ils sont un peu ivres, ils commencent à se batailler, non? Mais des fois, la bataille, c'est juste une danse, une danse très, très rude, je dirais, non? Parce qu'on commence à se donner des coups, il y a une manière spéciale qu'on on se bataille. Nous, les hommes andins, c'est qu'on appelle ça huaracazos, parce qu'on a comme des gants qu'on les met sur nos mains, dans nos 2 mains, mais ces gants sont faits en pierre, parce qu'on savait comment molder la pierre, alors on faisait aussi des gants en pierre. Et quand on danse, je danserai pour vous autres, mais il n'y a pas vraiment d'espace, mais on faisait comme des mouvements oscillatoires. Et on donnait des coups avec nos mains comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir, mais si vous cherchez Tinku en Google, vous allez voir que c'est comme une danse très violente, non? Et des fois, il y a des morts. Mais depuis l'année 52, qu'il y a eu une grande révolution chez nous, depuis ce moment-là, de cette année-là, l'armée rentre aux communautés qui sont en train d'avoir les Tinku. Et quand ils voient les monde qui commencent à se batailler, ils commencent à avoir des sang qui commencent à être produits par ceux qui ont été frappés, ils essayent d'intervenir. Et avec leur intervention armée, les militaires, ils provoquent des morts. Non? Avant, il n'y avait pas, peut-être qu'il y avait un mort de temps en temps, c'est-à-dire à chaque couple de années, par exemple, il y avait un mort. Mais depuis que l'armée a intervenu, maintenant, il y a comme des dizaines de morts. Et la fête, il continue jusqu'à nos jours. Non? Et ma femme m'a raconté que c'est vraiment comme tout le monde, les hommes et les femmes, ils commencent à se batailler. Et les femmes, par exemple, ils peuvent comme apporter une sorte de tir de cuir pour commencer à frapper les hommes qui sont déjà trop sous. Ils commencent à se batailler. Alors, pour éviter qu'ils commencent vraiment à batailler pour perdre leur vie, ils commencent à frapper avec ces cordes en cuir, non? Mais les femmes aussi, ils commencent à batailler et des fois, il y a des morts. Ça c'est vrai. C'est violent. C'est pas, c'est pas qu'on va comme romantiser l'existence des indigènes Inca. C'était des fêtes violentes et ils continuent à le faire. Et l'année 1780, il y avait un descendant des Incas qui s'appelait Tupac. En fait, son nom était José Gabriel Condorcanqui. Et il a voyagé depuis Lima, au Pérou, à pied. Il a fait tout le long jusqu'à Buenos Aires, qui ça prend comme 5 heures de vol depuis La Paz jusqu'à La Paz, Buenos Aires, ça prend 5 heures. OK? À pied, ça prend comme 2 semaines. Mais il a fait ces 2 semaines, il a marché pour aller à Buenos Aires
parce que Buenos Aires, c'était le siège de la vice-royauté du Pérou. Alors, il est parti à Pérou pour réclamer son titre d'Inca. Et même avec ce périple qu'il a pris, il a réclamé son titre. Ils ne sont pas reconnus. Alors, et il avait toutes sortes d'impôts pour les populations indigènes dans les vice-royautés du Pérou, qui c'était comme presque toute l'Amérique du Sud. Alors, tous ces mondes-là, il fallait qu'ils donnent leur travail gratuit, c'est-à-dire des esclaves, à la couronne espagnole. Ou sinon, ils allaient avoir des punitions. Les punitions étaient très violentes aussi. Alors, l'année 1780, José Gabriel Condorcanqui, il s'est nommé lui-même comme Tupac Amaru, parce que c'était un Inca, vraiment, par son sang. C'était un Inca. Et c'était le soulèvement le plus étendu qu'on a subi dans le Tahuantinsuyo, parce que c'était une sorte de révolution depuis le sud de la Colombie jusqu'à le nord de l'Argentine. Alors presque tout le territoire de l'Amérique du Sud, de Tahuantinsuyo, il était en révolte contre les Espagnols. OK? Mais à la fin, Tupac Amaru, mais il faut dire quelque chose, que Tupac Amaru, il n'était pas tout seul, parce que nous autres, on avait Jusqu'à quelle heure est-ce qu'on a Klaus? 50. On sort 50, n'est-ce pas? Mais en théorie, il fallait commencer pour à 10 heures. C'est sûr qu'il y en a qui sont partis. Oh, ils sont déjà partis déjà. Ah oui, hein? Ah bon, ok. Alors, mais on a encore comme une demi-heure en plus. Alors, on va continuer quand même. Alors, cette année-là, ça a commencé avec la révolution et le soulèvement de Tupac Amaru. Non? Mais Tupac Amaru, il venait avec sa compagne. Sa compagne s'appelait Micaela Bastidas. Et le rôle de Micaela Bastidas, il était un guerrier. Il s'est battu contre les Espagnols. Mais les Espagnols, ils avaient déjà rempli nos cerveaux avec leur système de croyances. Alors, on croyait que les femmes étaient des personnes inférieures en relation aux hommes. Alors, la mentalité de Tupac Amaru, elle n'était pas radicale. Elle était quelque chose comme légal et légitime, et c'est pour ça que c'était le soulèvement le plus étendu. Mais l'année suivante, il a eu 4 frères, Damaso Catari, Nicolas Catari et un autre qui s'appelait Julian Apasa. Et Julian Apasa, il a décidé, il n'avait pas aucune relation avec des familles inca, Pajatari. Son nom était Julian Apasa. Et aussi, il vendait des feuilles de coca, il vendait aussi des tissus. Alors, en train de vendre des choses que le monde achetait, il s'est promené comme partout dans les vice-royautés du Pérou. Alors, il connaissait très bien toutes les oppressions
ont vivé les indigènes dans le Haut-Pérou. Alors, il a décidé de se lever contre la couronne espagnole et il a pris le nom de Tupac comme le Tupac Amaru, justement pour lui rendre hommage. Alors, lui aussi a commencé à s'appeler Tupac, non? Et Tupac Amaru, le péruvien, oh, je devrais dire le péruvien, le quechua, Amaru, ça veut dire serpent en quechua. Alors, Tupac Kataru, ça veut dire le Seigneur serpent. Il s'est battu contre les Espagnols, mais à la fin, il a été pris et a été tué par les Espagnols. Ensuite, Tupac Katari, il a pris aussi Tupac et aussi il voulait avoir son nom de famille qui allait dire serpent. Mais serpent en aymara, c'est Katari. Alors, Tupac Katari, c'était comme Tupac Amaru, mais lui, il était aymara. Et la chose la plus spéciale de Tupac Katari, c'est que sa femme, son épouse, s'appelait Bartolina Sisa, non? Et Bartolina Sisa, elle avait compris qu'on avait une institution que c'était le Chachawarmi, que c'était le Chachawarmi qui allait devenir des autorités. Et les autres étaient en train de devenir des autorités parce qu'ils se sont levés contre la couronne espagnole, non? Et en fait, Bartolina Sisa, c'est très bizarre parce que moi, j'ai fait la recherche de Tupac Katari et on trouve toutes les histoires de Bartolina Sisa, mais en cherchant Tupac Katari, parce qu'il n'y a pas de mention à Bartolina Sisa comme Bartolina Sisa, comme une femme. Il faut aller par la voie du patriarcat. Il faut chercher c'était qui Tupac Katari pour aller comprendre c'était qui Bartolina Sisa. Mais j'ai fait ça. J'ai compris vraiment que Bartolina Sisa, c'était vraiment une femme spéciale. C'était notre grand-mère parce qu'elle avait la sémence de nouveaux pensées, de nouvelles pensées pour se libérer, qu'on allait se batailler comme le couple, mais dirigé et guidé par les femmes. Bartolina Sisa, il avait compris ça et elle est devenue la commandante en chef, c'est-à-dire la dirigeante principale de l'armée aymara. Elles ont siégé la ville de La Paz. Ils ont siégé la ville de La Paz pour 6 mois. Et pendant ces 6 mois, les gens, les mestizos, les créoles et les Espagnols qui habitaient à La Paz, ils sont presque mourus de faim. Parce que Bartolina Sisa, comme chef militaire, elle est comme vraiment bonne, non? Mais à la fin, je vais juste raconter la fin. Ils sont démembrés à Tupac Katari. Les Espagnols ont attaché ses membres comme ses bras à 4 chevaux très puissants, les chevaux. Et chaque cheval a parti dans direction opposée. Alors, c'est comme ça qu'ils ont arraché les membres du corps de Tupac Katari, ses jambes, ses bras et sa tête.
Et ensuite, ils ont mis tous ces restes sur un pôle, et chaque pôle dans des parties stratégiques pour que tout le monde envoie le cadavre démembré de Tupac Katari. Et on parle à propos de ça jusqu'à nos jours, non? Et on essaie, et je vais vous montrer juste une photographie. C'est quelque chose comme ça qui s'était passé. Mais comme vous voyez, ici, Tupac Katari, il a son esprit dans la forme de condor. Parce que depuis cette exécution de Tupac Katari, on a la prophétie de la rencontre de l'aigle et le condor. Parce que, comme j'avais dit avant, nos ancêtres, ils se connaissaient. On faisait le commerce entre la confédération Haudenosaunee avec les Anishinaabe, avec les Taïnos. Alors, tous ces mondes-là, on se connaissait entre nous autres. Alors, nos ancêtres, qui étaient des femmes et des hommes médecine, ils rentraient dans leur conscience altérée, dans des trans, et comme ça, ils pouvaient voir la prédisposition de ce qu'on appelle le futur. Et dans le futur, ils ont vu une disposition à une nouvelle rencontre avec les descendants des Haudenosaunee, des nations Anishinaabe, Taïno, Shuar, etc., avec déjà de la confédération Inca, et même aussi avec les Quetzal. Les Quetzal représentent les populations indigènes mayas et aztèques. Alors, dans un temps de crise, de grande crise, comme maintenant, on allait subir un bouleversement cosmique. Et dans ma langue, on appelle ça Pachacuti, que c'est vraiment le monde mis sur ses pieds, le monde en envers. Parce que si on rééquilibre tout ce qui le monde moderne, le monde, les sociétés industrielles ont créé, c'était la destruction de nos mondes. Alors, nos mondes étaient des mondes équilibrés et harmonieux, non? Et on l'a remplacé avec un monde occidental qui n'est pas équilibré, qui s'en fout de la nature, il s'en fout de la Pachamama, il s'en fout de Tarpacha. Alors, il faut qu'on renverse tout ça et qu'on récupère, on se souvient de l'équilibre, de la création et de l'harmonie. Non? On appelle ça le Pachacuti. Et on vient de commencer le Pachacuti. Et ça va prendre encore plusieurs années, mais il va y avoir un élément sacré, un des 4 éléments sacrés. Je pense que ça va être l'eau comme élément sacré, qui va jouer un grand rôle dans le rééquilibre de la planète et de tous les habitants de la planète, de toutes les espèces. Ici, on voit une autre peinture de l'exécution de Tupac Katari, que c'était vraiment c'était féroce, quelque chose comme vraiment violente et avec beaucoup de douleur, non? Et cette exécution-là ça fait 250 années,
on ne l'oublie pas. On ne peut pas l'oublier. C'est comme la même chose ici au Canada. Il nous parle de la réconciliation et il n'y a pas grand-chose à montrer pour la réconciliation. Il n'y a pas des actions. Ils sont forcés à la commission de la vérité et de la réconciliation qu'ils sortent avec un document qui s'appelle un appel aux actions de réconciliation, parce que jusqu'à cette date-là, jusqu'à le moment que Stephen Harper a reconnu et il a donné son apologie, c'était juste ça, c'était juste des paroles, que ça voulait rien. Alors jusqu'à date, dans le procès de réconciliation, il n'y a pas grand-chose fait. On n'a pas vraiment, parce qu'on ne peut pas oublier tous nos morts. Comment oublier des personnes qui ont été exécutées comme ça? Comment oublier toutes les femmes qui ont péri? Comment oublier les chemins de larmes à travers toute l'Amérique du Nord? C'est un long chemin de larmes. On ne peut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier tout ça. Peut-être on va pouvoir être capable de pardonner, mais on ne devra pas jamais oublier tout ça. Et la même chose, c'est avec nous autres. On a souffert tout ça et on ne va pas oublier tout ça. On va le raconter une fois et 1000 fois pour ne pas l'oublier. Non? Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu un soulèvement indigène chez moi, c'était toujours comme de la même manière. Encore 2 minutes et on finit. Par exemple, quand il y a eu le coup d'État l'année 2019, et il faut que j'informe que Agnès, la présidente de facto, la dictateur, hier, elle a été prise comme prisonnier de l'État plurinational de l'État et maintenant elle est à La Paz et on commence la juger pour qu'elle aille en prison parce que c'est là qu'il faut qu'elle soit. Non? Mais à chaque fois qu'on allait comme résister à un coup d'État ou juste aller se batailler pour que notre existence soit respectée, on a toujours fait la même chose que Tupac Katari et Bartolina Sisa ont fait. C'est-à-dire, on a fait un siège, on a encerclé la ville de La Paz et on a forcé la population de capitale à changer de gouvernement, changer la manière dans laquelle on fait les lois ou à changer quelque chose. Mais c'est toujours avec des sièges. Et jusqu'à nos jours, on fait ça à chaque fois. On n'a pas oublié. Je pense qu'aujourd'hui, on va juste faire jusqu'à là. La prochaine fois, on va avoir une féministe aymara avec nous autres. Malheureusement, elle parle ni l'anglais ni le français. Alors, il va falloir que je fasse la traduction simultanée ce mercredi. OK? Mais on va le faire quand même parce que Julieta, elle a beaucoup de choses à partager avec nous autres. Et on va continuer à parler de l'exécution de Tupac Katari, l'exécution de Bartolina Sisa et toutes les autres exécutions qu'on a souffert, non? Et que c'est une sémence et que maintenant, il faut reconstituer le corps de Tupac Katari pour qu'on ait un Tupac Katari ensemble et tout entier pour avoir une nouvelle société. Sinon, on ne va pas pouvoir avoir
une nouvelle société qui soit plus juste, plus équilibrée et plus en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Oui, je pense que je vais arriver juste jusque là-bas et on se verra mercredi prochain. Et tout le monde qui n'est pas ici, il va falloir que vous m'envoyiez un courriel pour attester que vous êtes ici en classe, parce que maintenant, j'ai juste 2 personnes, Harper et Sharon, pas plus que ça. Alors, merci vous deux pour avoir resté jusqu'à la fin. Et malheureusement, bon, j'espère que j'ai comme enregistré toute la classe. Et si c'est le cas, je vais le mettre à Brightspace pour que tout le monde aille la classe d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Hikisinkama, on se verra ce mercredi. Bonne fin de journée. Ok, toi.